Bonjour, c'est Style Comics et aujourd'hui on va parler de tueurs avec la série Exquisite Corpses que j'ai lu en VO, en numérique, et le tome 1 qui vient de sortir aux États-Unis. J'ai 3 trucs, que j'ai bien aimés, 2 trucs qui sont un peu bof et donc je vais vous faire ma petite review de cette série que je trouve prometteuse mais peut-être un petit peu trop hypée. Alors au scénario, on trouve Jen Steinen IV, Michael Walsh, Pornsak Pitchenshot, pour ce premier tome, évidemment, mais je vais vous parler un petit peu plus du concept. Au dessin, on a Michael Walsh aussi, Mariana Ignazzi, Valentine Delandro. Les couleurs sont assurées par l'excellente Jordi Belair. C'est sorti chez Image Comics et c'est sous le label Tiny Onion, qui est le label de James Tynion IV. En France, c'est publié par Urban Comics. Le premier tome fait 145 pages. C'est une série actuellement en cours. J'ai vu qu'il y avait 13 épisodes pour l'instant d'annoncés. Et en France, vous avez une première édition, je vous ai mis le visuel à droite, qui sort sous forme de coffret avec plusieurs fascicules à l'intérieur pour suivre la parution et le rythme de parution américain. Sachant que le coffret que je vous ai mis à droite, c'est un visuel exclusif au réseau CSA, qui est le réseau de libraires indépendants. Et à gauche, c'est le visuel du trade américain. Voilà, il y aura une édition collectée un petit peu plus tard, ce qu'a annoncé Urban. Moi, j'attends d'avoir avancé un petit peu plus sur la série pour voir si je prends une belle édition reliée. Parce que comme je vous le disais, j'ai quelques petites réserves pour l'instant. Attention, il y aura du spoiler évidemment dans cette petite review parce que je suis obligé de vous montrer quelques images et donc il y aura forcément des choses qui vont se passer. Donc si vous souhaitez vraiment ne rien savoir sur la série, bah, allez d'abord tout lire et puis revenez voir ce que j'en pense. Alors le premier point positif que j'ai bien aimé dans cette série, c'est le fait que c'est un high concept à la fois sur le fond et sur la forme. Donc sur le fond, c'est quoi? L'histoire elle est assez simple. On a à peu près 12 ou 13 familles, je crois, qui se partagent le pouvoir. Voilà, qu'on devine être des familles puissantes aux États-Unis qui en fait, tiennent les rênes du pays, au-delà de tout gouvernement et autres et cetera. Et elles ont, instauré depuis plus de 200 ans une espèce de jeu qui consiste à faire affronter leurs champions, qui sont des tueurs, dans une ville qu'ils vont isoler du reste du monde, de façon à ce que, les tueurs s'affrontent et fassent le maximum de victimes. Et la famille dont le représentant sort victorieux de cela, et ben, prend les rênes, prend le pouvoir en fait pendant 1 an. Donc, lorsque la série commence, ce principe, ce rituel, existe depuis longtemps et c'est sur la ville de Oak Valley que va tomber, la prochaine session. Donc on assiste à l'arrivée des différentes familles et à la présentation des différents tueurs qui vont les représenter. Donc on en voit quelques-uns ici. Il y a, Nurse Pete, qui est une espèce d'infirmier fou. On a, le fameux, Fox Killer, je crois que Fox Max Killer, voilà. On a le Gamer Kid et on a un autre là, celui qu'on voit en bas à droite, c'est Leopold Strong, je crois, un truc comme ça. Et en fait, évidemment, chacun a un look un peu particulier, chacun a des armes de prédilection. Alors on n'est pas sur du slasher, surnaturel, on est plutôt dans des tueurs, un peu, fantaisistes, on va dire, dans leur façon d'approcher, leurs crimes. Et en fait, dans la structure qui a été annoncée sur cette série, alors outre le fait qu'à chaque fois, dans chaque numéro, il y a une cover mettant en avant un personnage en particulier, il y a aussi ce principe de cadavre exquis, donc qui est la traduction littérale, en français du titre, qui consiste en fait à ce que, James Tynion IV et Michael Walsh, en fait, fassent le premier épisode et ensuite passent la main au fur et à mesure des numéros à d'autres artistes. Même si, dans les 3 premiers, en fait, Michael Walsh continue à faire quelques pages dans le 2 et le 3. Mais par contre, c'est lui qui scénarise le 2 et c'est un autre scénariste pour le 3 et ainsi de suite. Donc ce qui est intéressant dans ce concept, et ce qui en fait aussi un high concept sur la forme, c'est que, fondamentalement, il y a pas de trame générale. Il y a juste un ensemble de personnages et on ne sait pas qui va survivre, on ne sait pas qui va vers quoi va l'histoire, parce que l'idée, c'est que chaque scénariste, chaque équipe artistique amène sa contribution et donc guide le lecteur sur un chemin qui va se décider au fur et à mesure des numéros. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée, même si sur le fond,
Je voulais quand même, faire le parallèle avec 30 jours de nuit parce que c'est une série, qui a quelques années maintenant, je crois, des années 90, de Steve Niles et de Ben Temple-Smith et qui en fait reposait sur un postulat assez proche quelque part, en tout cas dans le principe d'une ville qui se retrouve en proie à l'attaque, de prédateurs. En l'occurrence là, c'était des vampires et on suivait l'histoire de ces, des habitants qui tentent de survivre pendant 30 jours dans une ville en Alaska, qui va être du coup plongée dans la nuit du fait de sa position géographique pendant 30 jours et des vampires débarquent d'un bateau et vont commencer à assiéger toute la ville pendant tout ce temps, et c'est vrai que ça m'a fait penser un petit peu à ça, en fait, cette idée de 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 héros, en fait, de protagonistes, lambda, on va dire, qui doivent faire face à des menaces et à des tueurs assez exceptionnels et on va essayer de les suivre pendant X numéros pour savoir qui va survivre. Donc on nous annonce un gros jeu de massacre, mais ça va être un jeu de massacre aussi a priori, côté, des tueurs et côté des civils. L'autre point positif que j'ai aimé, dans ce comics, en tout cas dans ce premier tome, c'est le fait qu'il y ait 3 artistes talentueux qui ont des styles cohérents. Ça, c'était une question que je me posais en fait, c'est comment est-ce qu'on arrive quand même à harmoniser une série pour, que ça ne fasse pas série anthologique dans lequel on pourrait trouver à boire et à manger en termes de style. Et là, en fait, on a trois artistes, qui ont quand même des styles assez similaires. Donc par exemple, le premier c'est Michael Walsh, donc co-créateur de la série. Là, je vous ai mis quelques images issues de ces pages. Alors, c'est un artiste que j'ai repéré il y a quelque temps déjà, hem et qui est notamment sorti récemment, son Frankenstein qui était, pas mal quoi, enfin que je trouvais plutôt, intéressant visuellement, même si encore une fois, c'est comment on appelle ça? Hem, une série une histoire dont on connaît parfaitement l'intrigue et qu'il y a très peu de pages dans dans cet album, donc il a pas l'occasion, de développer l'histoire. Par contre, visuellement, ça reste, heu, ça reste quand même, quelque chose de plutôt réjouissant et donc j'étais curieux un petit peu de voir, ce qu'il avait fait sur cette série, et puis ce que ça allait donner et je trouve que voilà, ça fonctionne plutôt bien. Il a ce style en fait qui est à la fois réaliste dans la façon de designer, les personnages, on le voit, hein, dans les costumes, dans les même les traits de visage et cetera. Mais en même temps, il a ce travail au trait, un petit peu, dans la lignée de Sean Phillips ou même Chris Samnee un peu dans un style, même si Chris Samnee a un style, encore un peu différent, mais voilà, de ces artistes qui, vont essayer de coller à une certaine réalité, des visages, des formes, des textures, mais avec une économie de traits, avec une sélection de traits, on va dire, qui va leur permettre de styliser au maximum et là, on le voit sur ces 3 images et notamment sur la dernière image à droite, qu'il y a vraiment ce souci heu, voilà, d'esquisser un peu et de savoir doser un petit peu l'ambiance avec ça et des grands aplats noirs. Ce qui on retrouve aussi chez Mariana Ignazzi, qui est une autrice, une dessinatrice, italienne, je crois, que l'on retrouve ici, alors dans un style qui est, alors assez proche effectivement, celui de Michael Walsh, c'est peut-être celui qui est le plus proche. J'ai même eu du mal un petit peu au début à voir que dans le deuxième épisode, les premières planches étaient faites par Michael Walsh et après les autres étaient faites par Mariana Ignazzi. C'est une autrice pardon qui est je devais dire dans l'école un peu italienne des fumetti, c'est-à-dire, on retrouve, cette qualité d'ancrage, cette capacité, de suggérer très vite, des plis, des matières avec quelques traits seulement. Donc on le voit ici un petit peu dans ces 3 vignettes. J'ai trouvé que son style, enfin les postures de ses personnages étaient être un peu rigides à certains moments, mais je suis allé voir son compte Instagram et c'est une dessinatrice, exceptionnelle quoi. Enfin, elle fait des choses, vraiment hallucinante. Je ne sais pas après, le contexte de réalisation de cette BD-là. C'est peut-être pas son meilleur travail, j'irai voir un petit peu après ce qu'elle a fait d'autre, mais en tout cas, ça reste, de bonne facture. Le dernier artiste, c'est Valentine Delandro, pareil, un artiste que je ne connaissais pas, et que j'ai découvert sur cette série. Il a déjà bossé apparemment sur Marvel chez Marvel et DC, mais moi je ne le connaissais pas particulièrement et j'ai vraiment beaucoup aimé son style qui m'a fait penser à Paul, Azaceta, vous connaissez peut-être sur la série Outcast avec Robert Kirkman. Ou au regretté Jean-Paul Léon, en fait, on a cette espèce d'ancrage un peu épais, mais en même temps pareil sur des designs très réalistes de visage,
une utilisation de masses d'ombre qui viennent à chaque fois bien positionner, et bien positionner les éléments dans la case. Donc voilà, j'ai trouvé son style vraiment agréable. Et ce qui est, intéressant, c'est que, là, je vous ai mis 2 pages, côte à côte, une de Michael Walsh et une de Valentine Delandro, et en fait, on voyait un petit peu comment, on peut, en regardant les détails, voir que ce ne sont pas les mêmes artistes qui dessinent, mais comme ils ont des styles assez proches, en termes et d'ancrage et d'utilisation importante des aplats noirs, finalement, si vous êtes un peu distrait, ça paraît très cohérent. Donc voilà, donc ça c'est je ne sais pas si après les autres artistes qui arriveront sur la série auront pareil cette espèce d'approche graphique, identique, ou si ça va partir un peu dans tous les sens. Ça peut être intéressant aussi si ça part dans tous les sens, hein. C'est vrai que ce style-là, comment dire? Participe beaucoup à la tonalité de la série, et vu qu'il y a quand même une continuité narrative, ça serait quand même dommage, que ce soit qu'il y ait des ruptures graphiques trop importantes, ou en tout cas qui sortent le lecteur de cette continuité. Sachant que le troisième point que j'ai beaucoup apprécié dans cet album, c'est le travail de Jordi Belair, qui fait des merveilles à la colorisation évidemment. Alors c'est une coloriste qui est quand même connue depuis longtemps, qui a reçu beaucoup de prix, qui a bossé récemment sur le, Absolute Wonder Woman si je me souviens bien. Elle avait fait du Moon Knight aussi, enfin c'est vraiment une excellente coloriste. Et moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un peu la même école que Dave Stewart, c'est-à-dire c'est à la fois des coups de pinceau très structurés, texturés pardon, très, très délicats aussi, parce qu'on le voit ici dans le travail qu'elle fait sur le ciel par exemple. Je trouve que c'est vraiment, hem, très organique. Ça fait pas vraiment, effectivement, colorisation, digitale dans le mauvais sens du terme. Il y a vraiment quelque chose de très naturel, je trouve, dans sa palette de couleurs et dans la façon dont elle utilise ses brushes. Il y a ce petit effet aussi à gauche, dans la case de gauche, où l'un des personnages descend l'escalier et où en fait, elle a, appliqué en fait, une couleur par-dessus la colorisation, du décor, pour mettre en valeur finalement les 2 personnages féminins qui restent du coup ancrés au premier plan. Mais par contre tout le reste du décor, qui a été ancré aussi, et à cette petite couche de couleur par-dessus qui neutralise le noir de l'ancrage, et qui fait que c'est une façon, assez subtile et très intelligente de mettre en avant les 2 personnages sans pour autant, hem, sacrifier le dessin, et surtout en créant une ambiance avec, cette espèce de bleu nuit par-dessus. Donc, voilà, tout l'album est un peu à l'avenant comme ça en termes de qualité. Il y a un côté un peu plus pop sur certains trucs, parce que vous allez voir une prédominance du rouge dans pas mal de décors. Et puis il y a ces vignettes de présentation des différents tueurs qui ont été, volontairement, colorisées un peu, comme sur des cartes à jouer d'ailleurs. Il me semble que la version, papier contient justement des cartes à découper avec lesquelles vous pouvez un peu jouer, faire un peu, on va dire, des batailles avec les personnages. Ça fait partie de la gamification du titre en fait, donc c'était assez malin. Donc ces cartes-là, elles ont été faites, avec ces couleurs un peu pop, et il y a quelques scènes comme ça qui tranchent un petit peu avec des couleurs beaucoup plus vives. Mais globalement, on est dans quelque chose de plutôt naturaliste. Mais justement, j'ai mis ces 2 exemples côte à côte pour montrer le travail, de colorisation, et là aussi l'intelligence narrative, qu'apporte Jordi Belair, dans sa colorisation. À gauche, on a une scène de massacre où en fait un des protagonistes assiste, ou en tout cas entend le massacre d'un client qui vient de rentrer dans la boutique où il travaille, et moi j'aime beaucoup ce glissement en fait, du des teintes naturelles en haut de page vers, ce contraste de vert et de rouge qui donne, vraiment toute la dimension horrifique à la scène, et notamment ce rouge là qui va se propager à partir du sang. Du haut, on le voit monter de plus en plus en puissance dans la page, et j'aime bien cette dualité de couleurs, qui, souvent fait, je trouve, une représentation, de de scènes horrifiques, comment dire? Assez simples. C'est pas mal utilisé par, Francesco Francavilla. Si vous avez peut-être vu ma vidéo sur, son Black Beetle, son histoire un peu pulp, lui il utilise plutôt du orangé, mais il a aussi utilisé ce type de teinte dans, l'album La Nuit de la Goule qu'il a fait avec, Scott Snyder si je me souviens bien. Donc voilà, donc c'est un effet aujourd'hui qui est assez popularisé, mais qui est très efficacement utilisé ici par Jordi Belair. Et puis sur la page de droite, là, on est dans une séquence, quasi nocturne en fait,
et où il y a juste au contraire des teintes désaturées pour, montrer cette scène qui paraît simple en apparence, mais qui va devenir un peu plus complexe après. Donc voilà, une grande palette de couleurs et une grande capacité, à donner de l'ambiance à cette série qui en a besoin. Avant de continuer avec les 2 trucs que j'ai trouvé un peu bof, juste un tout petit peu de d'auto-promo, pour vous parler du Steel Comics Imprint, qui est mon petit e-fanzine en ligne. Vous trouverez le lien dans la description. Ce petit fanzine qui, ce mois-ci, donc pour mars-avril, parce que j'en fais tous les 2 mois, va parler de l'univers DC Absolute, avec des petites critiques sur chacun des titres principaux qui sont sortis, enfin presque tous les titres Absolute, et puis des analyses graphiques aussi et des petites comparaisons aussi avec d'autres artistes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Alors, on va dans le territoire maintenant de ce que j'ai trouvé un petit peu moins bien, ou qui me pose question. La première chose, c'est, le découpage qui est très sage, voire trop sage et classique. Hem Les 3 artistes, en fait, ont un storytelling très efficace. Il y a pas de doute, c'est clair, c'est limpide, on comprend ce qui se passe, c'est pas alambiqué et cetera et d'ailleurs, je vous ai mis 2 pages très simples, c'est très cinématographique, là, c'est Michael Walsh qui dessine. C'est très cinématographique dans la façon de découper, alors peut-être que ça vient du script aussi, mais voilà, on voit qu'en termes de cadrage, on a clairement des plans qui peuvent être, qui pourraient être, des plans sortis d'un film ou d'une série et en même temps, il y a une narration visuelle extrêmement limpide. Hem, il y a aussi cette petite expérimentation au début du récit où vous avez, chacune des familles qui est présentée et qui va présenter un peu son personnage, son champion, en fait et donc vous avez, l'insert de ces cartes, un petit peu, en tout cas, ces visuels presque, promotionnels de chacun des tueurs qui vient s'insérer de manière assez habile avec un jeu de couleurs, encore une fois, assez intéressant. Mais voilà, on voit quand même que la structure de la page reste, efficace, lisible, mais aussi classique et pourquoi je c'est un petit regret parce qu'en fait, vu le sujet, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un petit peu plus d'expérimentation et de dérapage, visuel, on va dire, pour traduire l'horreur et la violence. Pour l'instant, il y en a qu'un seul véritablement, c'est cette double page, dessinée par Michael Walsh, dans lequel on voit la 1re attaque, des Leopold Strong, sur un des protagonistes, de l'histoire et ce que j'ai trouvé, intéressant comme effet, c'est, Hem, tout simplement le travail sur les axes qui encore une fois est assez, classique, c'est une technique assez classique, mais qui est très bien fait ici sur la page de gauche. En fait, il y a ce plan débulé, c'est-à-dire un peu, avec un horizon penché, pour donner tout de suite cette, dimension cauchemardesque, parce que c'est un plan qui est souvent utilisé au cinéma pour créer cet effet-là, de sensation de cauchemar et de malaise et en fait, cet axe-là qui est posé dès la première case, sur la page de gauche et ben, en fait, il va être, parallélisé, tout en bas de la page jusqu'en bas de la page et donc on a effectivement les dernières cases qui sont elles aussi où les personnages sont positionnés sur ce même axe. Donc je trouve que c'est intéressant, ça fait un effet de bascule, entre la scène précédente où le personnage marche tranquillement et là l'apparition de ce tueur, il y a cette ça permet d'avoir cet effet de bascule un peu pour montrer au lecteur qu'on rentre maintenant dans les choses sérieuses, c'est-à-dire dans les la dimension horrifique et puis de la page juste après où il y a le coup qui est asséné par Léopold Strong et qui va créer un axe, à l'inverse, vertical, tout droit, qui va permettre de centrer la page et de donner, vraiment un sens de lecture, très direct. Donc ce qui contraste avec, le plan débulé qu'il y a juste avant. Donc voilà, c'est le petit effet que j'ai trouvé très sympa, bien amené, même si effectivement je regrette qu'il y ait pas plus que ça, en tout cas dans ce premier tome, d'expérimentation sur la narration. Et puis enfin, le dernier point que j'ai trouvé un petit peu bof, ou en tout cas sur lequel j'attends un peu de voir, c'est que, bien qu'il y ait 3 épisodes et qu'il y ait quand même, un peu plus de 140 pages, j'ai pas le sentiment qu'il y ait, eu beaucoup de développement de personnages et parce qu'il y a beaucoup de personnages et pas finalement peu d'attachement pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a à la fois, les futures potentielles victimes ou les potentielles futures victimes plutôt, avec, cette famille, cette mère de famille qui doit aller travailler, son fils, le petit ami de son fils, enfin ses 2 fils d'ailleurs et puis le petit ami de son fils et puis cette ambulancière et son partenaire qui, essaie de comprendre ce qui se passe. Elle, c'est en plus la fille du shérif qui a quitté la ville au début. Bref, donc il y a quand même ces personnages-là qui sont a priori nos personnages principaux et effectivement que l'on découvre un petit peu. Mais pour l'instant, ils sont quand même au stade d'une exposition assez simple
Donc on ne peut pas dire au bout de 3 numéros qu'on est encore, qu'on va immédiatement être attaché à eux. Et c'est un peu la même chose pour, toutes les autres pléthores de personnages qui apparaissent. Alors il y a aussi bien des membres de la famille que des futurs tueurs et cetera, mais on sent que l'équipe veut donner un peu d'espace à chacun, pour essayer de les développer, notamment le personnage féminin à gauche qui fait partie d'une des familles et dont la sœur en fait est la tueuse, qui représente cette famille. Donc elle a un intérêt tout personnel à ce que sa sœur ne se fasse pas tuer. Voilà, et donc on a cette petite galerie, de personnages qui, je trouve, sont, identifiables, caractérisés, simplement, pour pas dire sommairement, mais simplement. Mais ça nous tisse plus des choses sur ce qui va peut-être se passer et ça nous fait pas forcément créer immédiatement un attachement, et j'avais un peu peur, en tout cas j'ai un peu peur que finalement on lit cette série avec plutôt une certaine distance, avec le côté un peu fun de se dire: «Bon, mais qui va être le prochain à être massacré?» et pas vraiment d'engagement réellement, avec comme on pourrait l'avoir dans un thriller où on se sent concerné et inquiet pour le sort des personnages. Maintenant, il va falloir continuer à lire la série. Je pense que ça peut être un des gros challenges d'arriver à développer un peu des personnages, sachant que l'auteur du mois suivant va peut-être pas lui donner autant de place. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça donne. J'espère qu'effectivement au bout de voilà, d'ici la fin de la série, on aura eu, de beaucoup plus d'attachement et d'inquiétude pour les personnages que on aura aimé suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, en commentaire si vous avez commencé, Exquisite Corpses et puis sur quel format, et puis ce que vous avez pensé de la série aussi. Je vous remercie pour votre soutien, pour, suivre cette chaîne qui continue à redémarrer tranquillement, et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao.